In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On renoue le dialogue avec mon invité. Vous êtes déjà venu, je crois, 2 fois, si je me trompe pas. C'était pour parler de livres, l'un sur Ang Lee et l'autre, c'était le dernier, je crois, c'était sur les trésors de l'animation japonaise. Et Nathalie Bittinger, que vous connaissez, qui revient pour parler d'un livre qui est sorti il y a un certain temps. Donc, c'est pour ça que je la remercie pour son extrême patience. Et ça parle aujourd'hui de John Carpenter et pourquoi pas. Et c'est toujours très intéressant. Le livre est édité chez Webec. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations. Vous cliquez sur le lien et comme ça, vous pouvez vous procurer ce livre. Est-ce que j'ai tout dit? Non, je n'ai pas montré le livre, bien évidemment. Et c'est très important. Les illustrations sont intéressantes, fascinantes dans le livre. Peut-être on va certainement en parler. Et je crois que j'ai tout dit, sauf une question que je pose à tous mes invités. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver, de reparler cinéma, notre passion commune à Microciné. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je rappelle, merci pour votre soutien en tout cas. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en cinéma à l'Université de Strasbourg. On dit maître ou on dit maîtresse aussi? Est-ce que ça se dit? C'est comme on veut, Ouais. mais ça n'a changé qu'il y a quelques années. Voilà. Avant, quand j'ai été nommée, on était maître de conférence et maintenant, Voilà. c'est au choix maître ou maîtresse. Ça, c'est vraiment Eh ben, permettez-moi de dire maîtresse, parce que voilà, sans moi je fais problème. partie de ces foufous qui sont sur les IL et I. Voilà, moi, j'aime bien ça. Donc, maîtresse de conférence en cinéma à l'Université de Strasbourg, et vous êtes agrégée de lettres modernes. Et donc, vous avez dirigé le dictionnaire des cinémas chinois et publié 2046 de Wong Kar-wai. D'ailleurs, sur YouTube, il y a pas mal de conférences que vous donnez. J'invite celles et ceux qui nous regardent à aller aussi sur YouTube. Et donc, vous avez travaillé sur Ang Lee, Taïwan, Hollywood, et Au Pays des Merveilles. Il était une fois l'Amérique à l'écran et donc les trésors de l'animation japonaise. Et aujourd'hui, c'est Carpenter. Alors, permettez-moi de commencer par la fin, c'est-à-dire donc l'épilogue. Et juste voilà, pourquoi la fin? Parce qu'on se pose toujours. Alors, Carpenter a eu une actualité récemment. Voilà, il y a 2, 3 petites choses. Mais la question que j'aimerais vous poser, pourquoi par la fin? euh, Est-ce que je veux dire, avec le recul, après avoir travaillé sur ces films, hem, est-ce que le rapport qu'il entretient au cinéma, même s'il n'en fait plus entre parenthèses, s'il ne fabrique plus d'images, est-ce que finalement ce rapport au cinéma a toujours été un rapport, heu, fondamental, même s'il ne fait plus de cinéma comme il le dit? Il fait de la musique, mais en même temps la musique, c'est de la musique de film. Je voudrais savoir, est-ce que son rapport au cinéma a changé ou ça a toujours été le même? Alors, il dit beaucoup dans ses entretiens que j'ai eu un plaisir fou à lire ou à relire, que après 17 films, je pense à Ghost of Mars en 2001, il va mettre 9 ans à faire The Ward, qui n'est pas la meilleure incarnation du merveilleux style carpenterien. Et puis après, il a arrêté. Donc, dernière réalisation 2010, même s'il a patronné une petite série John Carpenters qui s'appelle Suburban Scream et qui est disponible, alors pas en France, je crois, mais aux États-Unis, au Canada, sur la plateforme Peacock. Et il l'a dirigé depuis chez lui en visioconférence. Donc, à part ça, là, à partir de là, même Ghost of Mars, Vampire, fin des années 90, il dit qu'il est épuisé. Mais on le comprend. Il a tourné avec une passion chevillée au corps des films, 18 films, avec toujours des petits moyens. Et il dit, par exemple, c'est touchant, je trouve, il dit, passé 50 ans, l'adrénaline, la passion, le café, ça ne suffit plus vraiment. Et du coup, Carpenter, c'est aussi quelqu'un qui laisse une trace indélébile dans l'histoire du cinéma, on pourra en reparler. C'est le Howard Hawks, il le dit lui-même, il aurait aimé l'être le Howard Hawks des années 70-80, à la fois anachronique et visionnaire, mais qui a accompagné des mutations fondamentales du cinéma dans les années 70-80. Et pour moi, il est toujours d'actualité aujourd'hui avec ces films. Il faut les voir et les revoir. Il faut que la jeune génération, qui serait peut-être passée à côté, découvre ces réflexions fondamentales sur le mal. Et bref, à un moment, il a été fatigué et il aime profiter de la vie. Donc, il dit dans les derniers entretiens qu'il donne, juste quand il doit précisément faire la promo de soit de ses Lost Team, magnifique musique, les Lost Team avec son fils et son neveu.
Ben voilà, il a envie de composer de la musique chez lui, dans son studio. Sinon, il aime regarder les matchs de catch, de basket. Et il dit, c'est une blague à la Carpenter, manger des popsicles. C'est des glaces à l'eau. Bref, Mais il a envie de couler une retraite tranquille. eh ben, c'est exactement comme John Ford qui regardait des vieux westerns, des films muets pratiquement à la fin de sa vie. Mais c'est intéressant que vous évoquiez Hawks, et d'ailleurs vous en parlez aussi dans le bouquin. Enfin, on ne fait que ça, mais il n'y a pas que. C'est que Hawks, Ford, tous ces cinéastes-là, il y a aussi euh, un rapport à l'art qui n'est pas qui est plutôt taiseux, faussement taiseux. Et il y a de cela, parce que voilà, quand on n'a pas besoin de justifier quoi que ce soit, on sait que ça pensait beaucoup chez Ford et chez Hawks, mais ils étaient plutôt taiseux. Et il y a de cela un peu avec Carpenter, c'est ce que vous dites dans le livre. Donc, il y a une espèce de. C'est pas évident pour quelqu'un comme lui qui arrive un peu après la bataille, qui a un pied dans ce genre de cinéma-là et un pied dans un autre cinéma, en plus en empruntant un genre ou des genres qui sont pas forcément, à l'époque en tout cas, considérés. Et on a l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui a toujours été un petit peu sur un fil, quoi, sur un fil. Complètement, il est à la fois anachronique et visionnaire. Il aurait parfaitement fonctionné dans un cinéma de studio. Il dit aussi qu'il aurait adoré être un directeur de studio des années 40. Et en même temps, il est évidemment en prise avec la contre-culture. C'est ces années où il a les cheveux longs à l'université de Caroline du Sud. Et l'ambiance est à la contre-culture, la culture hippie, etc. Et il va pas être passionné par ça en premier lieu, c'est vraiment l'amour d'un grand cinéma classique dans son goût de conteur, dans son épure, son laconisme. Il faut quand même voir ces sublimes ouvertures où un cadre, une atmosphère est posée en 4 minutes, 5 minutes, que ce soit Assaut ou The Thing. Voilà, avec le renouveau qu'il a porté également avec la musique composée au synthétiseur, la petite ritournelle entêtante qui dit que le mal avance impitoyablement. Pensez aux 4-5 notes d'Halloween, mais aussi aux 4-5 notes d'Assaut. Bref, il est à la fois en avance sur son temps. Il fera par exemple les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin 15 ans avant que Matrix d'Esther Wachowski importe le cinéma de Hong Kong à Hollywood. Lui, il le fait dès 86 avec Jack Burton. Et du coup, c'est un échec frustrant pour lui parce que personne ne comprend cette comédie grand guignolesque empreinte de folklore chinois. Et en même temps, c'est un amoureux passionné du western, comme vous l'avez dit, à un moment où le genre est complètement en désuétude. Donc, Carpenter a non seulement eu une carrière en dents de scie avec beaucoup de démêlés avec les studios et surtout les producteurs, les exécutifs qui veulent se mêler de cinéma alors que, bon, ils n'y comprennent pas toujours grand-chose s'ils ont juste le porte-monnaie en ligne de mire. Donc Carpenter, il a fait beaucoup de bras de fer. The Thing reste un échec, une brûlure cuisante, même si après coup en vidéo, toutes les œuvres de Carpenter vont être beaucoup d'œuvres vont devenir cultes, mais c'est grâce au développement de la vidéo. Donc, il rêve de faire du western, mais l'époque est plutôt au film d'horreur, et ça, je ne suis pas la seule à l'avoir pointé du doigt, loin de là. Il est bien plus que le maître de l'horreur, et toutes ces œuvres empruntent de ci, de là au western. Il suffit de voir que Assaut, son premier long métrage professionnel en 1976, c'est l'hybridation totalement dingue d'un remake, un hommage à Rio Bravo de Howard Hawks, couplé à quelques influences venues de La Nuit des Morts Vivants de Romero. Et Carpenter, après je vous redonne la parole, il a fait un biopic musical sur Elvis, il a fait une romance extraterrestre avec Starman, il a adapté Stephen King, et puis bien sûr ces deux dystopies futuristes sur l'Amérique fascisée qui sont toujours d'actualité aujourd'hui avec cette icône indétrônable de la pop culture, à savoir Snake Plissken. En fait, sa palette est extrêmement large avec un art de la mise en scène, du cadrage acéré, les lents travelling, etc., qui restent dans les mémoires pour moi. Mais alors, directeur, il aurait voulu être directeur de studio, certes, mais en même temps, c'est quand même quelqu'un qui est plutôt progressiste, on va dire ça comme ça, dans ses idées. Donc, je ne dis pas que tous les cinéastes hollywoodiens n'étaient pas progressistes, mais il y en a beaucoup qui ne l'étaient pas non plus, et parmi eux, même les meilleurs, comme Ford, tout ça. Peu importe. Mais comment, c'est un paradoxe vivant, finalement, ce Carpenter. Carpenter, c'est un paradoxe vivant. Oui,
Il était en avance sur son temps aussi en portant à l'écran donc en donnant par exemple la scène avant tout à Ethan Bishop, lieutenant afro-américain qui va lutter pour survivre aux côtés de Napoléon Wilson, un prisonnier condamné à mort blanc. Il va lui donner l'écran à ce héros afro-américain dans les bas quartiers de Los Angeles où on voit rejaillir par la bande toute la pauvreté et la misère de ces quartiers. Il a vécu les émeutes qui ont pu secouer Los Angeles quand il y a eu l'affaire Rodney King. Ça, c'est juste avant Los Angeles 2013. Donc, pareil, dans un téléfilm, donc à la télé, en 78, dans Meurtre au 43e étage, sa future femme, Adrienne Barbeau, a une histoire d'amour avec la protagoniste principale, et il arrive à faire passer ça au studio, à la télé. Donc, il a toujours eu de l'avance sur son temps, il a toujours surtout porté à l'écran absolument ce qu'il avait envie de montrer aux spectateurs pour provoquer un choc et déranger tous ses présupposés ou ses acquis. Donc on a, par exemple, il est vent debout contre l'ère Reagan, et donc nous avons ce brûlot anticapitaliste qui est Invasion de Los Angeles, mais en même temps Carpenter, c'est un rebelle, un amoureux de la liberté, il dit qu'il déteste l'autorité, donc il a plein de phrases comme ça, il dit « je ne fais pas... je suis apolitique, je suis plutôt apolitique, mais je fais tout le temps des films politiques ou indirectement politiques. Je ne suis pas un anarchiste, même si mes fictions, avec ces anti-héros taiseux, patibulaires, revenus de tout, sont des anarchistes. Quand il fait Invasion Los Angeles, il dit qu'il n'aime pas du tout les années Reagan, mais qu'il est capitaliste, qu'il aime l'argent, que ça ne l'empêche pas, très américain cette pensée, que cela n'empêche pas de critiquer les excès et les défauts de son pays. Et puis, phrase très très drôle, il dit que son grand ami Kurt Russell, qui va incarner 5 rôles dans sa filmographie, il est très à droite, plus à droite que Attila le Hun, et que lui, évidemment, par rapport à ça, il est à gauche. Donc voilà, c'est un rebelle, un artiste de contrebande qui ne veut absolument pas se laisser cerner par les sirènes de l'air du temps. Et c'est pour ça qu'avec The Thing, à la fois, il y avait Alien quelques années avant, 79, mais en même temps, l'ère Reagan, l'hypercapitalisme, etc., les spectateurs n'étaient pas prêts à voir une telle monstruosité qui tend un miroir déformé à ces spectateurs. Ils nous invitent quand même à aller voir en nous aussi, ou l'Amérique à les voir dans toutes ces pulsions rentrées et les rejaillissements de violence qu'elle peut contenir. On dit souvent qu'il a été tellement un bon sismographe de cette société américaine, mais pas que, parce qu'on peut la déployer aussi sur la société du monde, qu'on a une idée comme ça de ce que pouvait être une certaine Amérique dans une certaine période. Pour le coup, mais et souvent on dit oui, si on regarde bien certains de ces films, on peut même y voir quelque chose qui annoncerait l'ère Trump. Moi, j'ai l'impression que c'est pire Trump. Je ne sais pas si Carpenter aurait pu faire un film sur Trump tellement que c'est surréel. Et alors mes questions étaient un peu matinées de joyeuseté, mais en même temps j'essaie d'être un peu sérieux, à savoir est-ce que Carpenter c'est vraiment le sismographe qu'on dit, c'est-à-dire il va parler de quelque chose du présent, ou alors c'est tout simplement, il s'est passé un truc dans sa vie, c'est-à-dire l'enfance et l'adolescence, c'est ce que vous écrivez dans le livre, et c'est là que la base de son cinéma en devenir va se créer, à savoir ce qu'il a vu, ce qu'il a subi, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu surtout dans son enfance, dans son adolescence, et là où il vivait. Pour lui, c'était la définition totale du bien et du mal et de toute cette complexité. Alors ça, c'est passionnant. Concernant le sismographe des tares et travers de l'Amérique, de l'inconscient collectif refoulé qui va rejaillir dans, par exemple, ces dystopies futuristes, il est quand même intéressant de noter par rapport à Trump que c'est une désacralisation du président des États-Unis comme on en a rarement vu à l'époque, parce que le président, donc en 80, New York 97, c'est le commandeur-in-chief des armées, le commandant en chef des armées, la figure de l'unité nationale. Et alors Carpenter va tirer ses grenades pour nous montrer un président ventripotent, bedonnant, totalement ridicule, joué par Donald Pleasence. Et il y a vraiment l'idée d'éreinter la figure
du chef de l'État. Donc, il y a quand même comme ça une dimension brûlo-politique. Et en même temps, Carpenter, il revient toujours aux archétypes universels, indépendants du contexte, que ce soit ces représentations de la peur qui rejaillit, les terreurs ou les cadavres dans le placard. Donc là, le magnifique boogeyman Michael Myers dans Halloween, il représente quelque chose de plus abstrait. On a aussi, il concilie beaucoup les contraires, Carpenter, un mélange d'abstrait et de concret. Sa grande question, c'est le mal, et le mal métaphysique, abstrait, désincarné, le masque du boogeyman, du croque-mitaine d'Halloween. Et en même temps, il va montrer les différentes métamorphoses de cette figure du mal. Donc vous disiez à très juste titre, et je le rappelle abondamment dans le livre parce que ça m'intéressait beaucoup, Carpenter, il est né en 1948 à Carthage, dans l'État de New York, et il déménage à 5-6 ans à Bowling Green, qui se trouve dans le sud profond des États-Unis, où là, il entre dans une communauté extrêmement pieuse. Il y a même des fondamentalistes religieux, et surtout, à l'adolescence, il va être témoin de meurtres raciaux qui vont vraiment le marquer très, très profondément. Et cette question du mal, qui trouve différentes incarnations au fil de ses longs métrages, il dit très clairement dans des entretiens passionnants qui ont été donnés qu'il a vu quelque chose, il a vu le diable, il l'a rencontré, il a vu le mal en personne, il ne veut pas en parler. Il a dit qu'il en parlerait plus tard. À mon avis, on ne saura jamais parce que ça concernait des gens vivants, donc on ne sait pas à quoi il fait référence, mais il y a à la fois les meurtres raciaux et lui-même dit qu'il a connu personnellement le mal. Et tout se passe comme si, après, son soubassement théorique, puisque c'est aussi un cinéaste instinctif, mais il se passionne pour la physique quantique, la nature relative de la réalité dans l'antre de la folie. Voilà, la question du Dieu et de l'anti-Dieu, ça c'est le prince des ténèbres, donc comme vous le disiez, le bien, le mal. Et il dit à la fois que le mal est une entité abstraite, et en même temps il dit le mal est à l'intérieur de chacun de nous. Il faut donc se confronter avec le mal. Et lui, il s'y est confronté dans ses films, en donnant soit en incarnant un mal tapis dans l'ombre, soit au contraire en le montrant plein cadre, une abomination inimaginable, indescriptible, très inspirée de H.P. Lovecraft, qu'il adore. Et donc, ça donne The Thing, qui est un vrai coup de poing pour la rétine du spectateur. Et dernière chose, parce que sinon la réponse est incomplète, il a été absolument marqué à vie par la première projection cinématographique. La première fois qu'il a vu du cinéma, c'était La Reine africaine de John Huston, à l'âge de 4 ans, puisque sa mère est cinéphile et son père professeur de musique à l'université. Et après, il adore la série B, il se gorge des thrillers paranoïaques des années 50, du grand cinéma classique, mais aussi les films de la Hammer, donc tout ce qui était série B, pas reconnu par les instances très délégitimées dans les années 50, alors que lui-même, c'est lui qui va contribuer avec d'autres à rendre légitime la pop culture. Je reparle de Snake Plissken qui fait encore tellement icône aujourd'hui. Est-ce que, comme Robert Johnson avec le blues qui aurait fait un pacte avec le diable, est-ce que finalement Carpenter, même s'il l'a vu, le diable, selon vous, est-ce qu'il a fait un pacte avec le diable pour en faire ensuite son cinéma? Est-ce que son cinéma découle d'un pacte avec ce diable-là? Alors, je ne pense pas. Moi, j'ai trouvé un entretien où il dit que du coup, dans son adolescence et début de la vingtaine, il était très déprimé. Il se posait énormément de questions sur la nature de la réalité, sur les forces, sur les forces métaphysiques qui pouvaient influencer. Et moi, je pense que la fiction, il le dit d'ailleurs, passer son temps au cinéma ou à lire des BD, c'était pour échapper au piège, au huis clos de cette petite communauté du Sud où les valeurs étaient ancestrales et voilà, il se sentait oppressé. Et comme par hasard, toute sa filmographie nous montre des huis clos et un péril qui menace du personnage principal jusqu'à l'humanité toute entière dans ce que Gilles Boulanger a appelé la trilogie de l'Apocalypse, The Thing, Prince des Ténèbres et L'Antre de la Folie. Et donc, je pense que le cinéma a été un exorcisme quand il était enfant et qu'ensuite, dans la création cinématographique,
en déterrant nos peurs ancestrales enfouies, universelles, et en leur donnant une forme palpable, c'est une manière de les exorciser. Et il dit quelque chose de passionnant. Alors lui qui adore donc Lovecraft, mais aussi Edgar Allan Poe, etc. Pour Halloween, il disait je vous offre une catharsis, parce qu'en fait, dans Halloween, mais dans également ces autres films d'horreur, l'horreur et le fantastique ont ça de formidable qu'ils sont cathartiques. Vous pouvez, dans le confort d'une salle de cinéma, regarder sur grand écran à la fois le tueur et la proie. Puis Laurie Strode, la proie qui poignarde encore et encore le tueur, donc le boogeyman qui se relève sans cesse. Il dit, je vous offre la possibilité d'être à toutes ces places dans le confort d'une salle de cinéma et de plonger le plus profondément possible en vous, là où il y a toutes ces questions qui s'agitent. Alors, je rappelle, il y a un livre, John Carpenter, American Horror Stories, c'est édité chez Webec. Et donc, on a commencé à parler un peu du livre, mais là, on va aller encore un peu vraiment dans l'intériorité. Mais avant cela, moi, j'aimerais bien savoir un peu, vous, dans votre cinéma, dans votre cinéphilie, dans votre histoire, dans votre propre histoire cinéphile, Carpenter représente quoi? C'est quoi Carpenter? Oui, alors comme vous avez eu la gentillesse de m'inviter par exemple pour mon ouvrage sur le cinéaste taïwanais Ang Lee, moi j'ai d'abord commencé à l'université et dans l'écriture par faire beaucoup de recherches sur le cinéma asiatique dans le but de faire découvrir avec d'autres qui font ça aussi, des cinématographies qu'on connaît moins. Donc voilà, donc moi ça m'a passionnée. Et en fait, avec mon avant-dernier ouvrage, Il était une fois l'Amérique à l'écran, et avec le John Carpenter, là, je me suis dit, j'ai envie de me faire plaisir, je veux revenir à ma cinéphilie, ce par quoi je suis entrée en cinéma. Comme beaucoup de monde, je suis entrée en cinéma par le grand cinéma hollywoodien, des chefs-d'œuvre. Mais bien sûr. Moi, je suis née en 80, donc en fait, voilà, Asso, c'est 76. Donc, avant que je puisse voir Halloween, il a fallu un peu de temps et en douce au vidéoclub, louer la cassette d'Halloween avec des amis. Donc il y a ce grand cinéma américain, c'est les origines de ma cinéphilie, parce qu'en plus, il y avait déjà, je découvrais chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. Et alors quand j'ai fait Il était une fois l'Amérique à l'écran, où moi, ce qui m'intéresse, mais là depuis le début, même dans le cinéma d'Asie, c'est comment l'histoire ou les faits de société vont être triturés, scannés par le cinéma qui a ses outils propres pour pointer du doigt tel ou tel travers, tel ou tel moment historique. Donc moi, ça me passionne. Comment le cinéma met en scène l'histoire, la société, va exhiber les tensions qui secouent un pays. C'est valable pour toutes les cinématographies. Et donc, j'ai fait ça dans Il était une fois l'Amérique à l'écran. Et là, moi, j'ai la passion du cinéma et la passion de l'écriture. Donc, du coup, j'avais revu des centaines de films, je me dis, mais t'as envie de travailler sur qui? Et là, c'est Carpenter qui s'est imposé. Alors, il faut dire aussi que je donne un cours sur le cinéma de genre, le genre cinématographique, à l'Université de Strasbourg depuis 12 ans. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec des générations d'étudiants, dont certains complètement passionnés par ce renouveau du cinéma d'horreur dans les années 70-80. Donc, Toby Hooper, Massacre à la tronçonneuse, qui est aussi une manière de scanner l'Amérique des bas-fonds qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'écran. Et Carpenter, il est dans cette lignée-là. Et c'est Romero, Wes Craven, qui débute aussi. C'est une période de bouillonnement créatif il commence juste avant que les mutations de l'industrie du cinéma soient très très fortes, avec le lancement des blockbusters, le rachat des grands studios par des conglomérats, et une mainmise des exécutifs des studios de plus en plus forte. Carpenter s'en plaint. Il dit, dans les années 80, il n'y avait plus d'imagination. On essayait de refaire de reprendre des formules toutes faites qui fonctionnaient. Il fallait se bagarrer pour créer des choses un peu originales, parce que la génération de producteurs avait changé selon lui. Et il y avait trop de script doctors qui vérifiaient que cette idée marchait. Et lui, il s'est tenu en marge de ça. Moi, après, par goût personnel, j'adore les cinéastes en marge, subversifs. Je dis à un moment que c'est un pirate sans bannière à la crinière blanche. Et puis, c'est un génial metteur en scène. C'est-à-dire que moi, je suis très sensible
à l'efficacité de son cinéma. Au début de sa carrière, fait avec 3 francs 6 sous, qui est une sorte d'uppercut, c'est-à-dire Assaut, il y a des séquences, ça vous saisit et vous entrez dans le huis clos, dans cette survie des personnages enfermés dans leur commissariat et attaqués par la horde de gangsters, vous êtes complètement saisi. Il y a un art du rythme, il y a un art du cadrage, de la mise en scène, etc. Et puis pour la fin de carrière, la représentation du mal, ça a quelque chose de fascinant. Moi, j'aime beaucoup Poe ou Lovecraft, donc forcément, c'est un cinéaste très cher à mon cœur, comme dans le cœur de plein de gens. Mais alors, pardonnez-moi cette digression, même si on reste toujours dans votre livre et chez Carpenter, mais deux choses. Si, deux choses. Alors là, c'est pas une digression. Je rebondis sur votre enfance. Je suis légèrement plus vieux que vous. Je suis né en 76, donc l'année d'assaut. Mais j'ai un souvenir de. Bon, moi, j'avais cette chance de pouvoir voir les films, même en cachette. J'avais cette chance-là. Mais ce que je veux dire par là, je referme cette parenthèse subjective, c'est que j'avais cette impression, avec le recul, hein, pas à l'époque où j'avais 8-10 ans, mais avec le recul, j'ai l'impression que Carpenter nous protéger de notre enfance. Les films de Carpenter nous protégeaient paradoxalement de notre enfance. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième question par rapport. Enfin, la deuxième question, je vais vous la poser après. Restons d'abord sur ça, là, cette espèce de protection de l'enfant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je trouve votre idée, votre intuition absolument excellente. Je ne sais pas quoi en penser parce que je n'ai pas fait l'expérience des films de Carpenter enfant. Je les ai vus à l'adolescence, moi. Mais je trouve l'idée très, très intéressante. Alors, moi, j'ai toujours pensé que incarner concrètement les peurs universelles, la peur qu'il y ait quelqu'un dans son placard qui va sortir la nuit vous attraper, il était tellement facile de s'identifier à Laurie Strode, surtout avec tout ce qu'il fait sur le jeu, sur le hors-champ, le boogeyman qui jaillit de l'ombre, qui est derrière un bosquet, ça renvoie. En fait, ça met en forme des peurs diffuses. Alors, je ne sais pas si c'est ça que vous entendiez par protéger l'enfance. Quand vous regardez Fog, qui est très un peu du fantastique à l'ancienne, c'est très noble dans ma bouche, c'est avec cette citation d'Edgar Allan Poe, vous avez cette légende au coin du feu avec ce vieux marin. On a tous aimé, et ça, Carpenter est un conteur de génie. Je sais pas, ça c'est des souvenirs, voilà, la joie du conte qui fait peur au coin du feu. Et alors il le filme d'une manière avec la photogénie du brouillard, après son idée, le brouillard rempli de spectres vengeurs qui viennent se venger d'un crime centenaire qui a été fait au nom du profit en rejetant les lépreux. C'est sublime ce film, Fog. Je suis à 100 000% entièrement d'accord avec vous. Et c'est très beau ce moment-là parce que ça nous rappelle constamment que le cinéma américain, c'est pas à vous que je vais dire ça, vous le savez, a toujours été extrêmement fort pour raconter des histoires. Et c'est Serge Danet qui disait allons même jusqu'à raconter les histoires des autres. Et j'ai cette sensation peut-être un peu réactionnaire, je l'avoue, que c'est compliqué aujourd'hui le cinéma américain pour raconter des histoires. Non, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et au fond, les mutations dont je parlais là, avec les conglomérats, on met les salles de cinéma dans des parcs d'attractions ou dans les malls, là, les hyper grands centres commerciaux. Après, il y a eu des déclinaisons et les artistes ont dû, alors heureusement, il reste le cinéma indépendant, il y a des artistes qui arrivent à se glisser et à proposer des œuvres personnelles. Parce que pourquoi moi j'aime Carpenter, mais pourquoi ceux qui aiment Carpenter, c'est parce qu'il a une vision du monde couplée à une vision du cinéma, de l'art cinématographique. Voilà, c'est quoi un mouvement de caméra ? La vision subjective au début d'Halloween, aujourd'hui, ça a été copié 1000 fois. Il nous met à la place du tueur. Et le tueur, bon là, je crois que je ne vais pas faire, enfin, c'est pas un spoiler que de dire, c'est un gamin de 6 ans. Et donc, quand il arrache le masque, vous voyez, dévoiler les apparences, peut-être, ou dévoiler tous les faux semblants. Peut-être que c'est ça aussi, ce geste, hein, quand les parents retirent le masque de clown à l'enfant tueur. Et donc, Carpenter, il a une vision du monde et du cinéma, et quand ces deux ingrédients sont reliés, ça donne des grands films, des grands cinéastes. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore? Je n'en sais rien. Mais vous parliez de ce début de cinéma bricolé qui est dans ma bouche un compliment et très organique. Et est-ce que les derniers films réalisés, je pense par exemple à Ghost of Mars, dont je suis contemporain et dont je
me souviens très bien avoir entendu ici et là beaucoup de critiques négatives, voire même beaucoup de moqueries. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il n'a pas changé. Il a toujours fait ce cinéma-là, même avec Ghost of Mars, mais il y a quelque chose qui ne prenait plus. Ça ne Mais fonctionnait oui, plus. parce que justement, l'époque change. Il y a les années 80, donc il y a la fin des années 70, Assaut. Donc on est encore dans le reste des émeutes raciales. Il y a tout ça qui est en fond dans la peinture des ghettos de Los Angeles. C'est lui qui emploie ce terme. On est dans les ghettos de Los Angeles. Après, il y a les années 80 où bon, c'est l'ère Reagan. Et puis dans les années 90, c'est l'ère Clinton. Et ce que Carpenter a l'air de dire, non pas lui, mais ce qui est dit dans Los Angeles 2013, c'est plus de viande, plus de vin rouge. Et si vous, spectateurs, parce qu'ils rompt le quatrième mur, là, il avait, dans ce film-là, il avait la rage contre les studios, donc il fait une auto-parodie de New York 97. Et donc, on a Kurt Russell, Snake Plissken, qui revient avec un sous-marin de poche et qui va foncer à travers les studios d'Universal mis sous l'eau. À un moment, il voulait tourner à Disneyland. Il va se moquer de cette partie de l'Amérique complètement artificielle et consumériste, et aussi se moquer de certains pontes des studios. Donc, il y va à la sulfateuse, ça se dit peut-être pas, mais il va vraiment être comme ça dans l'excès parodique. Et Ghost of Mars, en revanche, ce qui est très intéressant, c'est que, oui, Ghost of Mars 2001, c'est comme s'il faisait un remake d'Assaut sur Mars. Tout comme ce film devait être, à un moment a été envisagé qu'il y ait un Snake Plissken sur Mars. Mais si on regarde dans le huis clos, les hordes qui attaquent, donc là, c'est les mineurs qui ont été contaminés par le vent rouge dans Ghost of Mars. Il y a aussi ce chef tribal, là, avec des rituels païens, les têtes sur les pics. On va retrouver des éléments clés de son style, mais 25 ans après. Et du coup, là, peut-être, l'époque n'est plus en phase. Et puis, c'est déjà le moment où il est fatigué. Mais moi, je garde une sympathie. Ça ne va pas être mon Carpenter préféré, mais j'ai une sympathie quand même pour Ghost of Mars. Et dans Vampire, juste avant, en 98, il nous rejoue quand même un peu du Sam Peckinpah couplé à du Sergio Leone. Et c'est quand même une hybridation assez intéressante entre western et film de vampire pour cet exemple-là. D'ailleurs, vraiment, Ghost of Mars, j'invite ceux qui peut-être le trouvent moyen. Enfin, moi, je trouve que j'ai pas un très bon souvenir parce que ça n'est pas un souvenir ce film, parce que je le vois très souvent. Donc, je le revois très souvent. Je trouve vraiment assez. Puis il y a Ice Cube, il y a un rapport avec le jeu d'acteur il va très loin dans son rapport au jeu d'acteur. Expliquez-nous comment vous avez fait pour parce que s'attaquer à un cinéaste où on se sent vraiment très très proche. Comment vous avez tout simplement construit l'architecture du livre? Comment vous l'avez pensé? Alors, j'ai un peu tendance à travailler toujours de la même façon, et pour moi, ce livre est vraiment dans la continuité de ce que j'avais fait sur Ang Lee, le cinéaste de Brokeback Mountain. Moi, ce que j'adore, c'est retracer toute une carrière film par film. Donc, j'ai fait un plan chronologique, et en mélangeant à la fois toutes les informations de tournage, de production que je trouvais, couplé à des analyses filmiques et une analyse des thèmes, le mal métaphysique, la mise en scène, et bien replacer Carpenter dans son époque. Donc j'ai relu des tonnes d'entretiens qu'il a donnés en anglais, j'en ai traduit pas mal parce que je trouve ça intéressant, surtout qu'en début de carrière, il répondait à beaucoup d'entretiens de manière très sérieuse. Il y a des discussions passionnantes, par exemple, vu qu'il aime tellement H.P. Lovecraft, le problème du passage de la littérature au cinéma, c'est que les monstres de Lovecraft, c'est une horreur indicible, indescriptible, et il y a tout le génie de la langue Lovecraftienne qui glace les sangs du lecteur. Problème de Carpenter, et il va y réfléchir vraiment techniquement, théoriquement, c'est si moi je montre le monstre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on perd ou pas le côté glaçant, la terreur métaphysique contenue dans l'ouvrage? Alors, il a offert plusieurs réponses. Michael Myers, le boogeyman, il va pas mal le laisser dans l'ombre et le cacher derrière le masque. On a une subtile tension, il n'y a pas beaucoup de gouttes de sang. À côté de ça, sur une suggestion de Rob Bottin, petit génie des effets pratiques, avant que le tout numérique
qui peut être magnifiquement fait. D'un autre côté, parfois, il y a un peu une uniformisation. Là, c'est aussi un cinéma avec du maquillage, des masques. Il va utiliser des tentacules, il va utiliser de la gélatine, etc. C'est Rob Bottin qui lui a suggéré, d'après ce que j'ai lu, de montrer le monstre de The Thing plein cadre. Mais alors, du coup, c'est un défi. Et là, les spectateurs, le studio Universal, tout le monde lui est tombé dessus. Après, il a dû faire pénitence, comme il le dit, avec Christine d'un côté, adaptation de Stephen King, et une Bluette plus sentimentale, mais que j'aime beaucoup, très fin, Starman, qui est l'anti-The Thing, c'est l'envers de The Thing. C'est plus la stérilité et ces hommes coupés du monde, c'est une histoire d'amour où l'extraterrestre devient humain au contact de l'être de Jenny, l'être humain. Bon, voilà. Donc, voilà, The Thing, il a montré le monstre. Donc là, on va taper dans quelque chose qui est une horreur viscérale. Et puis dans Prince des Ténèbres, et après je m'arrête, il pensait montrer l'antidieu et l'antéchrist, son fils. Finalement, cet antidieu qui corrompt les êtres humains, les transforme en zombies, le dérèglement cosmique dans Prince des Ténèbres, finalement, l'antéchrist, le fils de l'antidieu, va prendre la forme d'un liquide vert qui s'échappe d'une cuve. Alors, au départ, on pourrait éclater de rire. C'est une idée qui pourrait, chez d'autres, être nanardesque. Or là, il va réussir à, selon moi, à suggérer l'horreur métaphysique et l'apocalypse qui se répand, parce que toute l'horreur du monde est concentrée dans ce liquide vert. Et donc, quand il s'agit d'incarner l'anti-dieu, qui veut repasser d'un côté et de l'autre du miroir, dans le monde inversé du mal, il veut contaminer le monde des vivants, il a pensé à le montrer. Et finalement, il s'est dit, ça va, j'ai pas d'argent, il n'a pas de budget, ça coûte c'est très peu, 2-3 millions, je crois, il avait, pour Prince des Ténèbres, avec un studio indépendant. Et donc, il choisit de faire juste la main qui traverse à travers le miroir et qui montre les mondes inversés. Comme il le dit, parce qu'il rend hommage à ses sources, une idée qui a déjà été faite, incarnée par Cocteau ou Buñuel. Donc voilà. Alors, les différents chapitres, à part l'introduction, il y en a 5. Il y a Tomber dans la marmite, donc c'est toute la cinéphilie, c'est le début, puis ensuite on va jusqu'à Dark Star. Il y a À tombeau ouvert, Baiser de la mort avec les studios, c'est le 3e chapitre. Il y a Staying Alive, le 4e, et Boulevard du crépuscule, le 5e. Bon, que des titres de... Enfin, on est toujours dans le cinéma, que des titres de films. Là où je voulais en venir, c'est... parce que vous en parlez aussi un peu, ça serait intéressant de cerner, de comprendre sa méthode de travail, sa marque de fabrication. Ah bah, ça c'est génial, et c'est aussi pour ça que c'est un moment clé de l'histoire du cinéma en général. Fin des années 70. Alors, tout va commencer à l'université de Caroline du Sud avec Dark Star, qui est donc c'est son premier long métrage, mais qui au départ est un moyen métrage de fin d'études, fait dans le cadre de la formation cinéma à l'USC. Il a adoré l'USC, il a rencontré plein de gens, et là il va rencontrer des collaborateurs qui feront un long bout de chemin avec lui. On retrouvera Nick Castle. C'est là aussi où il rencontre Dan O'Bannon, parce que c'est donc un film hybride, un peu tiraillé entre ces deux créateurs. Mais bref, de connaissance en connaissance, le moyen-métrage va être étiré en long métrage pour quelques salles. Et alors, sur ça a duré 4 ans, cette histoire. Et il doit courir partout pour chercher des financements. Et donc, c'est une économie de bout de chandelle. Quand ils sont encore à l'université pour faire juste leur film de fin d'année, par exemple, ils vont dans un tout à $1 acheter des coupes à muffins, et ça va faire les boutons des uniformes. Ils vont tout bricoler. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un artisan, un bricoleur dans le sens le plus noble du terme. Donc, il a commencé par cette toute petite économie qui à chaque fois lui a ouvert des portes. Donc, pour Asso, il dégote $100 000. Pour Halloween, peut-être 300 000. C'est des budgets rikiki, mais qui va avoir ça va avoir des conséquences sur ses choix de mise en scène qui sont géniaux et révolutionnaires. Exemple, pour Asso, mais aussi Halloween, il n'a pas de quoi tourner plein de prises, donc il va faire des plans longs.
il est passionné par la technologie, la technique. Il veut absolument avoir un Panaglide qui va permettre ces mouvements-là de suivre le tueur masqué qui avance alors même que le spectateur voit à travers les yeux du tueur. Pareil, il adore le format Panavision, donc il va être très très sur les questions techniques, tout en bidouillant dès qu'il peut pour avoir les objectifs anamorphosés qui lui conviennent pour pouvoir tourner de nuit. C'est vraiment un cinéma de la débrouille, mais qui donne des inventions créatives géniales. Dernier exemple, parce que en fait, ça c'est vraiment sa marque de fabrique, faire énormément une mise en scène au cordeau avec très très peu de budget. Il est efficace, il y a une économie à la fois financière, très peu de budget, et une économie dramaturgique, narrative qui est dingue chez Carpenter. C'est pour ça que ses œuvres font mouche. Donc les lents travelling sur les avenues évidées de Los Angeles pour Assaut. Là, pareil, en fait, c'est des plans longs, c'est une fiction qui prend son temps par rapport au rythme avant d'être concentrée dans le huis clos du commissariat et de subir les assauts des hordes de gangsters, là où le fantastique s'immisce tout en rejouant le western, mais à une époque contemporaine où la ville est gangrenée par la violence, la ségrégation sociale, raciale et autres. Bref, et à chaque fois, il a une idée presque de bout de chandelle, ça coûte 2 francs 6 sous à mettre en scène, mais il va creuser son sujet, il va ronger son l'os, il va épuiser les potentialités du huis clos, de son décor, il va être hyper économe dans la peinture en quelques traits de ses anti-héros comme Snake Plissken, mais ça peut aussi être John Nada qui débarque, ce sans-abri, ce hobo des années 80 qui rappelle aussi tout un imaginaire de western. Bref, en 2 traits, il va camper ces personnages, il va faire rejaillir des archétypes. Le masque de Michael Myers, il a été trouvé pour 1 euro sur Hollywood Boulevard par l'un de ses collaborateurs, Tommy Lee Wallace. Ils l'ont repeint en blanc, ils ont agrandi les yeux et ça accroît l'abstraction iconique du tueur qui du coup glace les sangs parce qu'on ne sait jamais s'il est là. On sait qu'il est tapis dans le hors-champ qui va rejaillir et que le personnage féminin va avoir beaucoup de mal à s'en dépêtrer, bien qu'elle y arrive. Bien qu'elle y arrive. C'est assez incroyable dans ce film, c'est qu'on a tendance à oublier, alors je sais peut-être pas vous, hein, mais j'avais oublié complètement qu'on le voit, Michael Myers, on voit finalement son visage. Et ça, je crois que c'est très très important. Ça dit aussi beaucoup de choses de ce cinéma-là, le cinéma de Carpenter. Ça peut renvoyer beaucoup plus tard à The Fog, qui quand même raconte, enfin, c'est quand même un film qui dit, en gros, si je me trompe pas, non, nous n'étions pas là, nous ne sommes pas les vrais Américains, nous ne sommes pas les premiers Américains. Enfin, c'est assez couillu. Et ce rapport donc au visible, enfin, de ce rapport à qu'à un moment le cinéma finit par montrer les choses, mais de manière très furtive, et on oublie que Carpenter les montre ces choses à un moment furtivement. Et je trouve que c'est ça qui est assez c'est comme une espèce de pirouette comme ça chez lui. Ce rapport au visible qu'on attend avec impatience et qu'on n'a pas vu, qu'on l'a vu en fait. Et ça, c'est assez incroyable. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord, parce que donc dans la version anglaise, c'est The Shape, hein. C'est la silhouette, quoi. Quand enfin le tueur va être démasqué, on va enlever le masque, on va retirer ce masque blanc qui nous a tous marqués. Bah, je ne sais pas si vous êtes d'accord, moi je trouve que le visage de l'acteur qu'il a choisi est complètement banal. C'est impossible, hein, tel que le mal incarné, le mal avec M apostrophe, qui prend une forme abstraite et qui pourtant est une machine indestructible à tuer, qui n'a ni morale, qui ne parle pas. Finalement, quand on le démasque, c'est ce visage, c'est-à-dire ça a l'air, l'acteur choisi a l'air passe-partout. Et donc ça fait un vrai choc. Et il est effrayé. Et il est effrayé quand Oui. il a peur, il est effrayé. C'est Exactement. Tout comme on dirait qu'il n'est pas humain. Vous vous souvenez quand il a épinglé le petit ami au placard, à la porte du placard de la cuisine, il va être comme ça, il va te courber la tête comme si c'était un entomologiste qui regardait cette créature humaine maintenant sans vie. Enfin, il est très très bizarre, c'est génial quoi. Et bon, alors vous avez bien raison,
Carpenter, c'est un cinéaste de la sensation et il sait créer des atmosphères. Et alors, il y a beaucoup à voir avec les conditions météorologiques et on est dans le registre de la dissémination. Exemple, la neige en Antarctique, dans cette station de recherche perdue au coin du monde, alors qu'il y a cette immondice extraterrestre qui risque d'anéantir la planète. Il y a le brouillard de fog plein de cadavres vengeurs. Il y a le liquide vert de Prince des Ténèbres, où il y a le vent rouge contaminé de Ghost of Mars. Et c'est aussi, il a beaucoup tourné de nuit, donc soit la nuit, la neige, on est dans les recoins les plus tortueux de l'âme humaine, mais qui trouvent une forme palpable et très cinégénique. Parce que voilà, la photogénie du brouillard éclairé, et là aussi, ils sont d'une inventivité folle pour donner ces rendus, soit parce que c'est du vrai brouillard, soit ils le reconstruisent à partir de maquettes et du gaz carbonique, etc., etc. Alors, je rappelle, hein, John Carpenter, American Horror Stories. Bien évidemment, comme j'aime à le dire, nous avons parlé de 0,001% de ce qu'il y a dans ce livre. Donc, maintenant, c'est à vous de faire le taf, c'est-à-dire de vous le procurer. Moi, j'ai une dernière question à vous poser. Je reviens à ce que vous avez dit dès le début de ce dialogue. Vous parliez de jeunes générations. Vous êtes vous-même prof, donc voilà. Et question un peu naïve, moi j'ai parfois l'impression que Carpenter est l'un des rares cinéastes qui continue d'être interpellé, toute génération confondue. Est-ce que je me trompe ou c'est beaucoup plus simple que ça? Alors oui et non. Il y aura toujours dans mes amphithéâtres, génération passant, des carpenteriens. J'en ai toujours eu, j'en aurai toujours. Oui. Et il y en a, et pourtant ils sont cinéphiles, passionnés de cinéma, hein, qui ont manqué, qui n'ont pas vu The Thing. Donc moi j'étais extrêmement contente, on a fait du coup une projection de The Thing à Strasbourg, je sais que certains de mes étudiants le voyaient pour la première fois. Et là je rêvais d'être à leur place, je me disais, oh j'aimerais tellement revenir à ma première vision de The Thing. Et être un peu comme ça, ne pas savoir exactement à quoi m'attendre, hein. Je pourrais dire ça pour d'autres films de Carpenter. Donc oui, Carpenter, même que ce soit ses musiques ou le fait qu'il y ait eu des remakes de ses films, alors des remakes souvent pas tous bien réussis, mais Snake Plissken, voilà, c'est quelque chose qui va parler aux jeunes générations parce que, selon moi, il a été un fer de lance de la pop culture, il a contribué à la légitimer et il est tout en haut, c'est pas le seul, hein, mais voilà, c'est une figure phare et donc ça passe les époques et moi, ça me fait plaisir. D'ailleurs, j'avais fait une émission avec un professeur de cinéma et de philosophie et youtubeur qui s'appelle Romain Rimbaud sur le film The Thing. Et comme miniature, j'avais mis juste le chien. Je trouvais, voilà, c'est un pied de nez que j'avais fait parce que continuez à aller plus loin, vous verrez ce que c'est que ce chien. Merci, je rappelle encore et toujours hein, ce livre, le voici, American Horror Stories, John Carpenter. C'est les éditions Webec, et c'est dans le descriptif, vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur la page. Merci beaucoup Nathalie Bittinger, en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et c'était comme d'habitude un plaisir. Merci à vous. Moi qui vous remercie parce que vos questions étaient ultra pertinentes et passionnantes. Merci beaucoup. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my three